Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview numéro 6 des interviews Synotis. On accueille aujourd'hui Denodo qui va nous expliquer comment adopter une approche zéro réplication pour intégrer des données en temps réel et à moindre coût. Ce qu'on va faire d'abord, c'est que je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Johan Boulinguez. J'interviens chez Synotis sur des problématiques BI et gouvernance en tant que consultant. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Synoti, c'est une organisation qui intervient sur toutes les problématiques de la data. Donc on couvre l'ensemble du cycle de vie de la donnée en passant par les problématiques d'intégration de données, MDM, architecture, mais encore et bien évidemment la gouvernance des données. Donc au final, c'est notre expertise de la gouvernance qui nous a amené à trouver une brique centrale euh, permettant un accès unifié à la donnée. Et c'est pour ça qu'on s'est orienté vers des nodos. Géraud, je vais te laisser rapidement te présenter et puis ensuite présenter des nodos. Merci Johan, bonjour à tous. Je suis Géraud Rosenkrantz, directeur commercial chez Denodo, avec un background assez important dans la data, que ce soit service, conseil ou éditeur. Et aujourd'hui, je suis chez Denodo. Denodo est une société de logiciels qui a 20 ans, qui est d'origine espagnole et avec son siège maintenant à Palo Alto en Californie. On a plus de 800 clients dans le monde. Notre technologie est basée sur la data virtualisation et on y reviendra ensemble après. Et aujourd'hui, c'est plus une solution de data management qui va permettre de faciliter, on va dire, la connectique, l'exploitation et l'usage des données au travers de plein de cas d'usage différents et chaque fois dans une logique d'optimisation de la performance et simplification grâce justement à la technologie de la data virtualisation. Super, merci beaucoup Géraud. Donc pour rappeler le sujet, on est au final sur une problématique d'intégration de données et l'idée à travers des nodos, c'est du coup de simplifier cette intégration, de réduire les coûts et puis surtout sans réplication. Donc cette problématique d'intégration, j'imagine Géraud que tu l'as déjà vu chez plusieurs de tes clients. Quels sont au final les principaux problèmes que tu rencontres concernant cette intégration de données? Aujourd'hui, les problèmes au niveau de l'intégration sont assez variés en fonction des grandes familles d'usages, on va dire. Il y a les usages qui sont plutôt analytiques, donc avec beaucoup de traitements qu'on va dire batch, donc ETL ou ce type d'outillage, pour reprendre les données qui viennent de différents systèmes, de différents formats, et être capable de les insérer dans un réceptacle, base de données, dataware, depuis longtemps, ou sinon plus récemment dans les logiques data lake, de manière à pouvoir travailler ces données dans un seul environnement et dans un seul format pour les rendre exploitables, consolidables et de manière à pouvoir les mixer et les rendre utilisables d'un point de vue analytique. Ça, c'est le premier usage qui nécessite d'aller récupérer l'intégralité potentiellement des données du SI, voire des données externes, et de les mettre un seul en même endroit, ce qui amène énormément de réplication par couche, de transformation de la donnée. Donc, c'est des choses qui sont plus ou moins lourdes, qui sont pas forcément agiles, donc puisque ça a été construit dans le temps, c'est en même temps des phases d'intégration qui peuvent être programmatiques toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, et donc d'aller chercher des volumes très importants de données, donc avec des traitements qui peuvent être assez longs. Ça, c'est le première grande famille, donc des choses qui manquent en partie d'agilité aujourd'hui, parce que dès qu'on veut rajouter quelque chose, ça oblige de changer tout un chaînage complet dans cette partie intégration et dans la partie stockage qui en est l'aboutissement. Et ça ne répond plus forcément aux enjeux des métiers de pouvoir rapidement exploiter de la donnée et l'utiliser. Le deuxième grande famille d'utilisation, c'est tout ce qui va être, on va dire, digital, APIisation, qui va être SOA, donc les architectures orientées services, et qui est de dire comment je peux créer des services de données, procéduraux ou non procéduraux,
pour les mettre à disposition à l'intérieur de mon SI d'un point de vue applicatif ou vers des tiers pour pouvoir le monétiser. Et donc là aussi, il y a pas mal d'outils qui permettent de le faire au travers des outils type ESB et API Management, au travers de développement de web services et ce genre de choses. Et on se retrouve aussi là avec des contraintes au bout d'un moment qui sont des outils simples et compliqués et qui amènent assez souvent beaucoup de difficultés parce qu'on va faire une partie de développement spécifique pour créer cette APIisation des données afin de la rendre exploitable. Et derrière, dès qu'on veut faire une modification, ça reste là aussi lourd. Et donc, on casse un petit peu la promesse de rapidité qu'il pouvait y avoir par rapport à ça. Donc, le constat général, je dirais, côté intégration, c'est vraiment de se dire aujourd'hui comment les entreprises peuvent essayer de sortir de ces lourdeurs et tout en capitalisant sur ce qu'elles ont pu déjà créer et valoriser ce patrimoine pour accélérer leurs projets, puisque ne serait-ce que la pandémie depuis 1 an a obligé les entreprises à se réinventer ou à prendre des décisions et des actions très rapides. Et donc, du coup, c'était véritablement se dire comment on peut changer ça. D'accord. Donc au final, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a, enfin, et puis nous aussi côté Synotis, on a déjà pu le constater, hein, il y a eu ces 10 dernières années beaucoup de une complexification en fait de l'écosystème data. Et puis aujourd'hui, à chaque fois qu'on a un nouveau besoin utilisateur, on doit toujours redévelopper des nouveaux flux, ça prend du temps, ça crée des projets, etc. Et au final, tout ça, c'est pas très agile. Donc j'ai l'impression que Denodo, ça répond principalement à cette problématique-là, qui est de favoriser l'accès à la donnée et surtout favoriser l'accès à la donnée rapidement. Mais alors, moi, je me pose une question. Historiquement, comment on faisait avant, du coup, pour résoudre ces problématiques? Est-ce que, par exemple, je sais pas, il y avait d'autres des types d'architecture qui répondaient à ce besoin-là? Est-ce que, enfin, je sais pas, ce qui me vient directement à l'idée, c'est le data lake. Est-ce que aujourd'hui vous êtes un concurrent du data lake ou comment vous vous placez? Nous, on n'a pas une posture de concurrent par rapport à un écosystème, on est vraiment dans une logique de complémentarité. C'est-à-dire qu'on ne Hmm. va pas venir dire à nos clients, vous avez mal fait, vous devez tout jeter, tout casser et refaire avec nous, et on va être le nouveau Saint Graal par rapport à ça. Nous, on est vraiment à dire, vous avez un patrimoine, on va essayer de vous aider à rationaliser un certain nombre de choses et on va vous permettre d'accélérer véritablement vos projets. Et historiquement, comment ont pu faire les entreprises? Il y a plein de façons de faire. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant par rapport à toutes ces façons de faire, c'est de se dire qu'on voit qu'il y a, ne serait-ce que sur la partie intégration, on peut faire du streaming, et ça peut être nécessaire quand on est avec des sources IoT. On peut faire de l'ETL parce qu'on a besoin de récupérer beaucoup de données. On peut faire de l'ESB parce qu'on va juste porter un message. On peut faire de l'APIisation, qui est une autre façon de faire du SOA aussi. On peut faire du Change Data Capture, donc de la réplication donnée pour donnée par rapport à ça. On peut faire de la data virtualisation. Donc il y a vraiment plein de familles maintenant au niveau de l'intégration. Et ces familles ont besoin de coexister et de cohabiter. Et les analystes, que ce soit Forrester ou Gartner, mettent en avant aujourd'hui qu'on ne peut plus, une entreprise d'une certaine taille avec différents enjeux sur la donnée a besoin d'utiliser au mieux ces différents leviers. Parce qu'il va y avoir des endroits où c'est nécessaire de pouvoir faire du streaming, d'autres où c'est nécessaire de faire de l'APIisation et de la monétisation de la donnée par rapport à ça, d'autres des batchs, etc. Et la posture qu'on va avoir, nous, de nos dos, c'est de se dire comment on va pouvoir avoir un utilitaire qui va permettre de mettre de la glu sur ces différents moyens historiques pour s'y interconnecter ou faciliter l'usage de l'un ou de l'autre pour avoir la chose la plus efficiente par rapport à ça. Donc on n'est vraiment pas dans une logique de remplacer, c'est simplement dire quand ce n'est pas efficace de faire avec une solution et que ça peut être efficace avec nous, on va vous proposer de le faire, de se coupler quand même avec les autres outils pour répondre à vos différentes attentes. Donc ça, c'est une version historique, et cette version historique, ce qui est intéressant, le dernier cadran magique du Gartner sur l'intégration mélange ces familles d'outils. Et ils disent aujourd'hui, comme il n'y a pas une seule solution qui fait tout, il faut être capable de mélanger, d'avoir cette mixologie d'une certaine manière. D'accord. Donc vous vous positionnez vraiment comme au final, un liant de tous les points d'accès à la donnée qu'on peut trouver dans une organisation. Et c'est ça qui, au Exactement. final, vous fait gagner cette agilité. Super. Du coup, je vois qu'on a déjà pas mal abordé le sujet, mais est-ce que tu peux peut-être me résumer en quelques mots votre promesse? Peut-être que vous avez une baseline ou ce genre de choses? Alors, je dirais qu'on a une baseline qui est relativement simple, qui est stop collecting, start connecting. D'une certaine manière, c'est ce qu'on veut dire, focussez-vous sur je me connecte,
à une source de données et je commence à l'exploiter. Ce qui est le sens commun de ce qu'ont tous les gens qui ont pu travailler sur la data depuis longtemps rêvent ou ont eu comme promesse ou envie à plein de moments. C'est-à-dire, je me connecte et je suis capable d'exploiter directement. Et nous, c'est cette approche qui nous drive, plus le fait de dire on vous apporte des éléments pour être en capacité d'optimiser des performances et d'avoir un impact le plus léger possible sur votre écosystème, votre infrastructure et votre environnement. Pourquoi? Parce qu'on va se centrer sur vous donner les moyens à nos clients de se connecter à leurs sources de données et derrière, on va tout remettre dans un seul et même format de façon à pouvoir travailler directement la donnée dans ce format-là et simplifier du coup les usages, puisque on aura cassé la problématique de format qui peut être assez différent pour avoir un seul format unique qui va être travaillé, qui va être du SQL en plus, donc c'est quelque chose de très simple, et laisser la main aux utilisateurs pour travailler par rapport à ça. D'accord. Ok, donc Denodo au final c'est une brique d'architecture qui est complémentaire à l'architecture actuelle. Donc au final, pourquoi utiliser Denodo? Pourquoi utiliser Denodo? Principalement pour résoudre des problématiques qu'ont les organisations qui vont être de se dire combien de temps je mets pour mettre à disposition de la donnée pertinente auprès de mes utilisateurs. Et du coup, on va pouvoir décliner cette question-là de plein de façons, puisqu'il y a un axe, on va dire, de connectique, donc pour être capable de connecter à tout type de technologie et être capable de normaliser le format pour le rendre disponible très rapidement, avec, on va dire, le chaînage logique d'une chaîne d'intégration qui est respectée, mais avec des étapes qui ne sont pas nécessaires, puisque, on va dire, dans un chaînage logique, il y a la connectique, qui ensuite tout le travail d'extraction et d'importation de la donnée, du travail de modélisation qui est fait, de retransformation, de restockage, etc., pour arriver à un dataset qui va être utilisable par un utilisateur. Que ça soit dans un environnement big data ou dans un environnement dataware. Mais de nos dos, on va avoir ce même postulat de départ, c'est-à-dire la connectique, ce même postulat d'arrivée qui est de dire fournir le dataset, mais il y a simplement une modélisation virtuelle qui est faite et un moteur d'exécution qui va rendre ce dataset disponible. Et du coup, d'un même chaînage, des mêmes étapes, on va avoir la virtualité et le moteur d'exécution vont nous permettre d'avoir beaucoup plus de rapidité dans la construction de ce chaînage-là et du coup des temps de mise à disposition de la donnée pour l'utilisateur beaucoup plus courts. D'accord. Donc au final, tu parles de réduction du temps, donc au niveau de la mise à disposition d'utilisateurs. Mais enfin, moi, ce que je perçois dans ton discours, c'est qu'il y a aussi, enfin, qui dit réduction du temps de mise à disposition pour les utilisateurs, dit aussi réduction du temps de développement et du coup réduction des coûts. Donc au final, c'est une solution d'agilité, mais c'est une solution qui permet de répondre aux besoins utilisateurs de manière plus optimisée, mais aussi à moindre coût. C'est juste? C'est tout à fait juste. Tout simplement, on a un vrai gain de productivité puisque à partir du moment où on est connecté avec Denodo à une source, et même plusieurs sources, on va dire du SAP, une base de données, une API, peu importe, qui vont avoir des formats différents, on va remettre à plat ces données-là dans un seul et même format, dans une logique tabulaire. Ça va être du SQL et on va à partir de ce moment-là pouvoir faire toutes les actions d'intégration nécessaires. Donc des problématiques d'union, de jointure, de corrélation, de travaux, de calcul, de règles de qualité, etc. Et on va ensuite modéliser. Et une fois qu'on a terminé cette modélisation, on la publie. Et une fois qu'elle est publiée, elle est directement exposée et consommable. Donc on a ce chaînage d'exécution qui est très rapide, qui permet à nos clients d'avoir un gain de productivité qui est exprimé par les clients, hein, véritablement lors des POC, lors des interviews que peuvent faire les analystes ou des partenaires comme vous, Synotis, où il y a un ratio qui est à peu près de 1 pour 4. C'est-à-dire que là où il y avait une charge habituelle pour, par exemple, créer un data mart, entre l'intégration, le stockage et l'exposition du data mart, il y avait une base 100, par exemple, de faire la même chose, c'est-à-dire de dire je me connecte et je fais un data mart virtuel avec Denodo, je vais avoir en fin de compte simplement 25 de charge, donc j'ai un ratio de 1 pour 4, ce qui permet du coup de
consommer moins de charge, donc c'est moins coûteux, et en même temps de réduire le temps pour mettre à disposition ces données-là pour les utilisateurs. Mmh. Donc, Ok, donc il y a aussi, là on a parlé de la charge plutôt temporelle et développement. J'imagine que cette notion de non-réplication et de virtualisation, enfin impliquée par la virtualisation, implique aussi une baisse des charges côté infrastructure. oui, tout à fait. On va avoir plusieurs axes par rapport à ça. Premièrement, du fait déjà de simplement, pas répliquer la donnée, on peut enlever un environnement de stockage d'une certaine manière. Donc ça permet d'économiser de l'infrastructure et du logiciel associé. Ensuite, le fait de venir s'insérer dans un écosystème existant, ça va permettre petit à petit de rationaliser, avec efficacité quels sont les composants qui sont utilisés pour faire quoi. Et donc, on va pouvoir optimiser chacun des composants, que ce soit le nôtre de Nodo ou les éléments tiers, hein. Ça peut être l'ETL à côté, ça peut être de l'ESB à côté ou du développement spécifique. Et donc, on va pouvoir optimiser l'empreinte par rapport à ça. Et enfin, le fonctionnement de Nodo en se couplant avec l'écosystème qui est présent, c'est-à-dire la capacité de travailler seul ou de faire travailler l'écosystème, plus l'intelligence du moteur d'exécution qu'on a, puisque intrinsèquement, la data virtualisation était issue du concept d'optimisation de requêtes, et donc comment optimiser l'exécution des requêtes et des plans d'exécution qui sont associés. Du coup, on a un moteur intelligent qui va être capable de réinterpréter complètement ces plans d'exécution. Et ça veut dire que quand on se couple, par exemple, avec des outils de compute, que ce soit du data lake, que ce soit du cloud data warehouse ou d'autres, pour se dire je vais déporter mon calcul pour limiter l'usage des choses dans de Nodo, ou tout simplement je modélise au-dessus de ces grandes capacités de compute qu'il peut y avoir, du coup de Nodo va optimiser tout le plan d'exécution, et en optimisant tout le plan d'exécution, ça va moins solliciter de compute, et donc intrinsèquement on va pouvoir mieux maîtriser son TCO de calcul sur la donnée, donc qui peut être intéressant quand on a des choses assez compliquées à faire ou des choses qui demandent de l'exécution très rapide, et donc on va pouvoir Mmh. optimiser, avoir des gains de productivité réellement par rapport à ça. Ok, donc en fait ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'au final il y a le gain de temps, il y a enfin le gain de temps de développement, un gain sur l'infrastructure, mais il y a visiblement aussi toute une notion performance qui est induite dans l'outil. Et ça c'est super intéressant parce que moi visiblement je le savais pas. Alors on a tu nous as expliqué que du coup Denodo s'interfaçait avec tout l'écosystème data existant. Aujourd'hui, quel est quel est le vrai enjeu associé au fait de croiser des sources de différentes natures et au final d'offrir à nos analystes des sources de données de plus en plus riches et de plus en plus transverses dans les organisations. Alors il y a plein d'enjeux métiers, on le voit. Je vais prendre des exemples de clients qui ont été confrontés à ça, par exemple, pendant la pandémie. Sur le marché français, il y avait Enedis qui est l'installateur du réseau électrique et des compteurs électriques, et qui s'est retrouvé à avoir des chantiers qui étaient dispersés sur tout le territoire français, et avec besoin de savoir qui devait travailler, pas travailler, quelle était la maturité de ces chantiers, et qui sont de différentes natures, puisqu'il y a du réseau pur, il y a du compteur électrique, il y a différentes choses, et il y a des endroits où ça peut être des constructions donc qui ne sont pas encore habitées, donc il n'y a pas d'impact à les décaler, ou peu d'impact. Et par contre, il y a des endroits où c'est des remplacements ou des plans d'urgence par rapport à des gens qui ont des anomalies ou des problèmes par rapport à ça. Et tout ça a été issu chez eux de systèmes différents, puisque des familles de travaux et de divisions qui sont assez différentes. Derrière, avec la problématique RH, de savoir qui travaille et quelles compétences et sur quel territoire. Et donc, il y avait là besoin d'avoir une vision agrégée de tout cet ensemble pour prendre les choix, faire les bons choix et prendre les bonnes décisions, pardon, pour être capable d'intervenir au bon moment. Et du coup, ils ont demandé à leurs équipes data de manière à pouvoir avoir une bonne vision et prendre les bonnes décisions. Naturellement, ils se sont tournés vers leur équipe qui est Data Lake, puisque c'est là où ils ont investi le plus massivement pour tous ces sujets-là. Et avec la complexité des sources et la multiplicité des sources, cette équipe-là a pu mettre quelque chose d'industrialisé simplement en 3 mois. À côté de ça, il y avait une équipe qui utilise de Nodo et la partie data virtualisation, et qui, elle, en moins d'une semaine, a pu publier plus d'une centaine d'indicateurs qui ont permis
justement, en moins de 2 semaines, à la direction générale de prendre les actions et de déterminer quels étaient les chantiers, les travailleurs qui devaient faire ça. Et après, ça a été pris le relais 3 mois après par ce qu'avait pu industrialiser l'équipe Big Data. Donc l'enjeu, il est vraiment sur la rapidité. Mmh. Et je dirais, aujourd'hui, on voit que peut-être il y a besoin temporairement d'enrichir un dataset avec des nouvelles données. Et ce qui est important, si on l'enrichit, c'est qu'il n'y ait pas de rupture d'activité pour l'utilisateur. C'est-à-dire que ça puisse être transparent pour lui. Et c'est ce qu'on va essayer d'apporter avec Denodo, se dire, je me connecte à une nouvelle source, je fais la jointure et directement, via la vue qui est exposée, l'utilisateur a directement cet enrichissement. Tout ça, c'est sur l'aspect opérationnel, métier, mais après, il y a plein d'autres enjeux qui sont liés à la gouvernance opérationnelle, à la sécurité, qui ont des coûts, c'est-à-dire de savoir, de pouvoir maîtriser qui fait quoi dans mon organisation, avec quelles données, et comment je peux en même temps distribuer un petit peu tout ça. Donc, il y a tout cet aspect-là, plus la libéralisation des usages, c'est-à-dire comment je peux faciliter la culture data, rendre réelles les politiques de data centricité, c'est-à-dire de rendre mon organisation data-centrique et comprendre comment elle peut l'utiliser, donc comment je rends tout ça accessible. Et c'est vrai que le postulat du multisource aujourd'hui est le plus important, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de travaux pendant 10-20 ans sur les aspects doméniaux, c'est-à-dire véritablement je suis dans une division et je suis sur un métier et j'ai construit un certain nombre d'indicateurs avec des choses plus ou moins poussées. Mais maintenant, le nouvel enjeu, c'est comment j'arrive à croiser ça avec mes collègues, mes confrères, voire avec des données que je peux récupérer à l'extérieur pour avoir tous ces aspects-là. Et Mmh. donc, nous, on va être un moyen pour faciliter tout ça. OK. Donc c'est vrai que alors moi je travaille aussi sur les problématiques BI. On voit que enfin c'est très bien de mettre en place des indicateurs, dans un silo fonctionnel et d'offrir des leviers de décision dans un propre silo. Donc ça c'est déjà un bon début, mais la vraie valeur de la donnée, elle commence à s'inscrire, à partir du moment où on commence à faire, communiquer ces silos fonctionnels et à essayer d'offrir des analyses, qui sont transverses. Donc là-dessus je te rejoins, parfaitement. Après, du coup, il y a mon autre casquette qui prend le dessus parfois. Je vois que tu nous as parlé de gouvernance. Au final, moi, je comprends tout à fait comment Denodo se place en tant que point d'accès à la donnée dans une organisation. Et du coup, j'imagine que c'est aussi le meilleur outil pour gérer toute peut-être une partie sécurité, accès unifié. Est-ce que c'est le cas? C'est en partie le cas. Pourquoi? Parce que ça revient à ce que je disais au départ, c'est qu'on a plutôt une solution de data management, de boîte à outils, Mmh. qu'on a enrichi de différentes fonctionnalités. Notamment se dire, on est parti du principe que si on se connecte à des sources et qu'on expose des données, il faut être capable de prendre en compte l'existant. Et l'existant, c'est quand même dans l'organisation d'avoir sur les applications, sur les bases de données, des droits qui ont été distribués, droits qui peuvent être directement sur l'applicatif, ou plus majoritairement maintenant au travers d'annuaires sur lesquels on a créé des groupes avec des usages et des accès. Et du coup, le postulat qu'on a pris chez Denodo, c'est on doit simplifier tout ça pour l'utilisateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Denodo va être capable de prendre en héritage toute l'intégralité des droits qui ont pu être distribués dans l'entreprise. Ça veut dire qu'avec ces droits, à partir du moment où on est connecté à une source, on va faire le croisement entre droits et sources et données qui sont à l'intérieur, et du coup, nativement, sans rien faire, on va pouvoir exposer les données en fonction des protocoles de sécurité et des droits qui ont été déjà distribués. Et en plus, on va fournir aux personnes qui utilisent Denodo la capacité de dire je veux aller plus loin que ce qui a été déjà distribué. Je peux être capable de donner des droits spécifiques à une personne ou le limiter sur des colonnes, sur des lignes, sur des cellules. Je peux faire du masquage dynamique, je peux faire de l'anonymisation. On a des clients qui nous utilisent pour faire des problématiques de RGPD. On a d'autres clients qui, par exemple, vont traiter des données RH ou des données de filiales d'un pays qui a des problématiques réglementaires particulières, ou des données de recherche, des données bancaires, enfin ce genre de choses, et qui ne peuvent pas forcément partager librement, totalement leurs données, à la fois pour des aspects réglementaires et sécuritaires à l'intérieur. Et du coup, d'avoir cette capacité de venir au-dessus de ce qui a déjà été distribué pour avoir la finesse de distribuer les droits ou de mettre des actions par rapport à ça, c'est quelque chose qui les intéresse énormément. D'autant plus qu'on a dans la plateforme une traçabilité totale, c'est-à-dire qu'on va offrir la gestion des logs, c'est-à-dire la gestion de toutes les traces de qui a fait quoi.
et qui peut être après exposé sous forme de vue, donc utilisé de manière analytique ou via un outil de SIEM, et qui va permettre en même temps de se dire j'ai pu distribuer et je peux maîtriser qui a fait quoi, à quel moment, à quel endroit sur la donnée par rapport à tout ça. Donc il y a toute cette notion de gouvernance opérationnelle véritablement, qui est assez intéressante, qui va permettre de faciliter, puisqu'on va être avec une vision exhaustive de ce qui aura été connecté, et on va pouvoir après le distribuer manuellement assez facilement. OK, ça c'est super parce qu'au final, moi j'ai l'impression que l'outil se place vraiment comme, bah, ce point central et moi d'un œil gouvernance, je trouve ça extraordinaire parce que ça permet de se détacher potentiellement de toutes les contraintes, de tous les outils qu'on pourrait aborder dans les organisations. Ça, c'est une super bonne chose et surtout si tu me dis qu'en plus de ça, on a la possibilité, et bah, de gérer une sécurité unifiée, au sein d'un même outil. Parce que du coup, ça permet, bah, de placer des nodos comme une sorte de ouais, je l'ai déjà dit, hein, mais ce point central d'accès à la donnée et et voilà. Je rappelle, le format de l'interview. Vous, en tant qu'auditeur, si vous souhaitez poser des questions au fur et à mesure, moi et puis, Géraud, on sera ravis, d'y répondre, au fil de l'eau. Donc on a parlé du multisource, on a parlé, de pas mal de choses. Maintenant, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, bah, des exemples de technologies auxquelles vous vous connectez? Est-ce qu'aujourd'hui vous couvrez, toutes les sources de données? Est-ce que vous connectez tous les types de sources de données et cetera? Oui, tout à fait. Avec la solution est fournie une bibliothèque de connecteurs qui peuvent être certifiés en fonction des éditeurs. Donc, on a des connecteurs pour SAP, des connecteurs pour Salesforce, des connecteurs pour les différents types de bases de données et technologies. On a en même temps un studio qui permet d'avoir via un SDK de faire des connecteurs à façon pour les choses trop exotiques. Mais en gros, il faut partir du principe qu'on est capable de se connecter à tout type de RP, à tout type de solution SaaS, à tout type de base de données, à tout type de data lake, à des sites web sur lesquels on va être capable de faire du web scraping, à des documents PDF ou autres sur lesquels on va être capable de les parser et de les lire, à des API qu'on va être capable de normaliser, puisque la plupart du temps, c'est des formats qui peuvent être, d'un point de vue analytique, plus ou moins compliqués à accéder. Et donc, il y a tout cet écosystème qui peut être de localisation, de typologie, de formats extrêmement différents. Et on va avoir la capacité, sur chacun, à partir du moment où on est connecté, d'avoir une logique de lecture, d'une certaine manière, des métadonnées et de remise dans un format unique, qui sera un format SQLisé. Et donc, ça permettra de simplifier complètement les choses. D'accord, super. Alors maintenant, je vais passer à quelques questions plutôt de l'ordre opérationnel et lors de la mise en place. Aujourd'hui, quand vous mettez en place des nodos, quel est le type enfin, quel est ouais, l'utilisateur type qui va manipuler et utiliser des nodos? Alors, Alors, pas forcément se connecter hein, à des nodos, mais plutôt qui va effectuer des actions au sein de des nodos. on a plusieurs typologies, je dirais, d'utilisateurs dans l'absolu. Il va y avoir des utilisateurs très IT traditionnels, hein, donc des gens qui vont gérer de l'administration du logiciel, qui vont avoir une expertise dessus. Des gens qui vont avoir plutôt des compétences, on va dire, dans l'intégration ou la modélisation des données pour connecter à des nouvelles sources et commencer à exploiter les données par rapport à ça. Et ensuite, il y a des typologies d'utilisateurs ou de super utilisateurs qui sont plutôt côté métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au travers de la plateforme, on peut laisser la main avec des droits spécifiques sur des périmètres définis et des fonctionnalités définies à un super utilisateur qui est côté métier, qui peut avoir l'habitude de manipuler de la donnée, de préparer de la donnée, basiquement avec, historiquement, en faisant de l'Excel à haute densité pour manipuler et préparer ces données et ensuite les utiliser peut-être dans un tableau, un clic ou simplement dans Excel. Et on va lui dire, bah, plutôt que tu aies ton intelligence chez toi, et si tu es malade, plus personne n'est capable de réutiliser ce que tu as fait, bah, tu vas faire ces mêmes actions de préparation de la donnée dans de Nodo, et tu vas pouvoir, on va te laisser le loisir de publier des vues. Et du coup, si tu publies des vues, ça devient des vues qui sont partagées au niveau de l'entreprise, donc on peut réutiliser facilement cette intelligence. Et en ayant créé ce chaînage-là, ça permet à la personne de se soustraire, d'avoir des extracts quotidiens, hebdomadaires, mensuels, peu importe sur lesquels il travaille, mais de pouvoir réutiliser justement cette chose-là. Donc c'est un moyen aussi de libérer un petit peu plus l'usage et en même temps de rendre l'usage partageable au niveau de l'entreprise. Et enfin, il y a les utilisateurs finaux qui sont de deux catégories.
les développeurs ou les métiers au travers d'un data catalogue, qui est un portail qu'on fournit avec la solution, dans lequel ils vont retrouver l'intégralité des vues qui existent sur Donodo, et ils vont pouvoir, je dirais, y accéder de manière détaillée pour se dire, bah, c'est cette vue-là dont j'ai besoin. Donc si c'est un développeur, après il sait sur quoi il va se baser et construire par rapport à ça. Et si c'est un utilisateur, au travers de ce portail-là, il peut tout à fait faire une requête et repartir avec un CSV ou l'adresse de l'API de la donnée, pardon, ou tout simplement le nom de cette vue pour être capable de l'utiliser dans ses tableaux de bord en se connectant avec son tableau, son Qlik, son BO, son Power BI, peu importe l'outil derrière. D'accord, donc on a vraiment en fait une notion un peu data shopping, data marketplace qui est assez intéressante. Mm. Alors on a une question d'un de nos auditeurs. Est-ce que du coup on est plutôt sur une solution qui est on-premise, cloud, et puis quels sont les besoins, on va dire d'une part minimaux et puis enfin minimal, et puis d'une part on va dire moyen en hardware. Alors, on s'installe où le client le souhaite. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on peut s'installer on-prem ou dans le cloud. On est sur les 3 principales places de marché dans le cloud, c'est-à-dire GCP, AWS et Azure. On peut travailler on-prem, attaquer des sources dans le cloud ou inversement. On peut avoir une architecture distribuée, c'est-à-dire avoir des nœuds de nodo on-prem et des nœuds dans le cloud. Donc ça, c'est totalement libre. C'est en fonction, je dirais, de la pertinence de l'écosystème du client, et qui va avoir une stratégie d'architecture qui sera liée à ça. Et nous, on s'adapte complètement à cette infrastructure-là. Ensuite, de nos dos, on a un fonctionnement et qui est lié après aussi au licensing, où on va s'attacher simplement à ce qui est en production. Et donc, ce qui est production, on a besoin d'installer la solution sur un certain nombre de cœurs logiques, de manière à pouvoir faire tourner le moteur de Nodo et qu'il puisse absorber la charge d'activité qui va lui être nécessaire par rapport à un pic d'activité, pour éviter que le moteur freeze d'une certaine manière, parce qu'il y aurait trop de charge par rapport à ça. On est dans l'absolu une technologie qui n'est pas très consommatrice. Pourquoi? Parce qu'on a une scalabilité verticale comme tout le monde, hein, c'est-à-dire de se dire je rajoute de la puissance et ça peut être exponentiel, cette puissance que je rajoute. Ça, c'est facile, tout le monde le fait. Mais on a aussi une scalabilité horizontale, c'est-à-dire qu'on a la capacité à s'appuyer en fonction de ce qui est permis ou pas, hein, c'est pas une obligation, à l'écosystème. Donc de pouvoir faire travailler en partie l'écosystème autour de nous intelligemment. On peut avoir la capacité de déport aussi d'un certain nombre de charges avec l'utilisation d'Encache, qui peut être adjoint à Denodo, qui est libre en termes de technologie et qui n'est pas obligatoire. Et donc, on a ces 2 axes pour varier. Et du coup, la configuration la plus basse en termes de fonctionnement pour Denodo, c'est d'avoir 4 cœurs qui soient disponibles avec, on va dire, des gigas de RAM aussi pour être capable de fonctionner, mais on n'est pas sur quelque chose des très important ni fou d'une certaine manière. On a des gros clients qui sont sur les configurations minimales et qui sont en production. On a par exemple Sanofi qui fait toute sa supply chain au niveau mondial, qui est dans la configuration la plus basse de Denodo et qui est en production par rapport à ça depuis bientôt 2 ans et sans aucun problème. Après, la plupart du temps, les extensions, c'est d'avoir une plateforme plus importante, ça va être par rapport à des usages doméniaux ou des usages, on va dire, multilocalisation ou multi-infrastructure, on-prem, on-cloud, etc., et qui vont permettre de résoudre des problématiques par exemple, de dire j'ai des données on-prem et des données on-cloud, je ne veux pas démultiplier les flux et l'ouverture des flux, la gestion de la sécurité par rapport à tout ça. Et du coup, on va avoir des clients qui vont mettre un nœud d'un côté, un nœud de l'autre. Du coup, il n'y a plus qu'un de nodo qui parle à un de nodo avec un seul flux à ouvrir et qui est sécurisé. Et donc, on résout des problématiques par rapport à ça. Donc, on peut avoir des architectures plus riches, hein, on en a des clients, mais la plupart du temps, c'est justement parce qu'il y a eu plutôt une logique d'architecture distribuée d'une certaine manière et qui apporte du sens et de la valeur par rapport à ça. Mais après, intrinsèquement, on a quelque chose qui est peu gourmand pour fonctionner. D'accord, super.
Alors je vois qu'on arrive rapidement au bout de cette interview. Je vais peut-être te poser une dernière question qui est peut-être plus orientée mise en œuvre. Du coup, quel est le dernier cas d'usage que tu as pu mettre en œuvre avec Denodo? Bah, le dernier cas d'usage sur lequel, j'ai pu travailler, qui est pour un client français, d'un laboratoire, qui est, dans la transformation de sa plateforme de données, qui est avec un existant, avec, un dataware qui a, plus de 20 ans, puisqu'il a été démarré en 98, avec de l'Oracle, différents ETL, différents outils, analytiques, ils ont eu du Cognos, ils ont toujours du BO, ils ont du Power BI, ils ont du Tableau, etc. Ils ont rajouté un data lake il y a 5-6 ans, qui est petit, parce qu'en fin de compte, ils ont peu d'usage pur data lake par rapport à tout ça. Et ils sont confrontés, comme beaucoup, à un vieillissement de fait de tout cet ensemble qui fonctionne, mais qui est de plus en plus fragile et qui répond de moins en moins en termes d'agilité aux besoins des métiers. Donc ils ont fait le choix de faire une nouvelle plateforme qui sera entièrement cloud. Donc de partir sur une logique de plateforme qui va être sur Azure en termes de cloud, avec un certain nombre de fonctionnalités sur la partie Data Lake gérée sur Azure, et d'installer sur cette partie Azure aussi du Snowflake pour avoir un Cloud Data Warehouse associé à cet aspect-là. Et derrière, ils ont une volonté de se dire, on n'a plus besoin de forcément avoir tout qui soit centralisé, on a besoin d'être capable d'exécuter et de présenter de manière la plus intelligente possible la donnée. Et du coup, Denodo a été pris pour faciliter l'orchestration de cet ensemble-là et en fin de compte le rendre opérationnel immédiatement. Alors l'orchestration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont utiliser Denodo pour exposer les données au travers d'une place de marché de la donnée. Donc on va utiliser la fonctionnalité de Data Catalog de Denodo, qui est un data catalog opérationnel sur lequel on retrouve sur chacune des vues un linéage technique, c'est-à-dire la provenance de quel applicatif, de quelle table, quelle transformation a été faite étape par étape. Et donc, on peut voir dans une vue chacun des champs d'où ça provient, qu'est-ce qui a été fait. Les relations, c'est-à-dire selon les vues, qu'est-ce qui est partagé en termes de métadonnées. Donc, pour naviguer au travers de tout ça. Et ils vont avoir justement toute cette facilité offerte au travers de cette marketplace. Comme aujourd'hui, en plus, ils ont une stratégie de déploiement dans Tableau, ils peuvent, en naviguant dans la partie Data Catalog, cliquer directement dans un bouton sur une vue et ça ouvre directement le dataset dans Tableau et donc ils peuvent commencer à exploiter directement les choses. Et leur objectif, c'est véritablement de rendre la donnée opérationnelle et disponible pour tout le monde. Ça, c'est la phase exploitation. Et après, derrière, le fait d'avoir deux nodes, ça leur va leur permettre de faire du multisource entre leur partie Data Lake et la partie, on va dire, Snowflake. Ça va permettre aussi d'utiliser l'optimisation de l'exécution des requêtes de Denodo pour être capable de maîtriser véritablement les coûts de compute et de facturation qu'ils pourront avoir sur les deux environnements en termes d'ingress et en termes de facturation de compute. Et derrière, ils sont quand même d'avoir ça théoriquement une très belle plateforme et qui va démarrer vide puisqu'ils ont un existant qui est à côté, qui est on-prem. Et c'est là où le multisource et la glue de Nodo est intéressante, puisqu'on va avoir la capacité de se connecter, par exemple, à des tables basses de leur dataware au niveau ODS ou à leur data lake existant, et à chaud, de pouvoir importer ces données et faire les différentes actions nécessaires dans le data lake ou dans Snowflake pour faire tout le compute et exposer ensuite le résultat au travers du catalogue ou au travers des composants standards de Nodo par rapport à ça. Donc on est véritablement à se dire comment on n'est pas l'élément central, mais on est le moyen qui va fluidifier un certain nombre de choses, rendre opérationnel leur nouvelle architecture très vite, puisqu'ils sont en train de mettre en place les choses depuis 15 jours à peu près là maintenant, et ils vont commencer à ouvrir des services dès fin juin aux utilisateurs par rapport à cette nouvelle plateforme. Donc c'est pour eux une vraie solution d'agilité, parce que sinon ils avaient un chantier de migration de l'un vers l'autre qui pouvait être plutôt en année, donc plutôt compliqué. Et là, ils vont pouvoir faire coexister les deux et décommissionner petit à petit l'ancien, tout en utilisant l'avantage de la nouvelle plateforme et toutes les fonctionnalités qu'elle propose, et de Nodo permettant le lien entre ces différents outils.
D'accord. Alors, on a une nouvelle question. Du coup, pour ce cas particulièrement, donc la solution, elle est, comme tu l'as dit, hébergée sur Azure. Du coup, pour quel coût et pour quel sizing de VM? Est-ce que tu sais? Ah oui, ils ont simplement 4 cœurs de Nodo sur Azure. Après, ils ont une infrastructure Azure qui est plutôt petite sur la partie Data Lake parce ils n'ont pas beaucoup de volume de données. Hein, c'est pas un gros consommateur de Data Lake. Si je me réfère à ceux que je connaissais avant, ils avaient une triangulation de nœuds qui était sur Mapper à l'époque, qui vont migrer donc sur Azure Data Lake, mais qui n'était pas importante. Ils avaient un coût qui était assez faible en souscription par rapport à ça. Et sur Snowflake, ils démarrent petit, puisque aujourd'hui, ils vont plutôt utiliser sur du compute à la volée pour après pouvoir exposer les données. Donc, c'est pas un investissement démesuré dès le départ. Et surtout, le fait d'avoir cette notion de progressivité et d'utilisation des deux plateformes va leur permettre de ne pas avoir un surinvestissement, de lister l'investissement dans le temps véritablement à l'usage, puisque c'est plus ou moins le mode de facturation qui va être fait, et de décommissionner en même temps de l'autre côté. Donc, il n'y a pas un big band budgétaire qui est associé, quoi. D'accord. Donc, tu as dit que donc, particulièrement pour des nodos, on était sur du 4 cœurs, c'est ça? Oui, oui, 4 tout à cœurs fait. et en RAM, tu as une idée Je sais plus, ça je sais plus. Ok, Je bon, pas pourrais. de souci. Bah Ouais. écoute, Philippe, on reviendra vers vous avec ces informations-là dès qu'on les aura récupérées. Eh ben écoute, merci pour cette pour cette évocation du cas d'usage. Moi, j'aime beaucoup en fait vraiment cette idée de marketplace. Hein. Enfin, en tout cas, ce vers quoi ce client voulait tendre, qui vise quand même à rapprocher au plus les utilisateurs des sources de données, à leur rendre un petit peu la main aussi sur la conception de leurs propres sources. J'imagine aussi que ça facilite tout ce qui est nouveaux usages, type IA et machine learning. Parce que typiquement, c'est ce type de population a besoin d'être en indépendance par rapport aux données. Est-ce que vous aviez ce genre de problématique aussi, enfin ce genre de sujet avec ce laboratoire? Oui, on avait ce type de sujet, puisque après, il y avait aussi la notion dans la GLU de pouvoir coupler de Nodo avec le notebook des data scientists et d'apporter du coup dans un même environnement de travail, c'est-à-dire sans leur casser leur façon de faire, de pouvoir leur apporter les fonctionnalités nativement de Nodo. C'est Hmm, une des features qu'on peut avoir avec la boîte à outils qu'on propose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça leur permet d'explorer beaucoup plus vite les données, et donc d'avoir la gestion de leur pipeline de données, la constitution du dataset sur lequel ils vont travailler qui va être plus rapide, là où c'est aujourd'hui quand même une perte de temps, enfin perte de temps, une tâche très lourde temporellement pour les data scientists. hmm, Et derrière, ils vont faire toute leur algorithmie, tout leur machine learning, et une fois qu'ils ont un résultat qui est pertinent, qu'ils vont vouloir l'industrialiser, ils vont pouvoir, grâce au couplage avec leur notebook, enregistrer ce résultat comme une vue virtuelle, donc dans d'accord. Denodo. Et du coup, Denodo industrialise complètement cet aspect-là, à la fois pour de l'analytique ou à la fois comme une API, puisqu'on peut transformer chacune des vues en API. Et là aussi, pour eux, c'est un gain de productivité, et d'autant plus qu'après, ils n'ont pas à se soucier de la performance, puisque quand la vue est appelée, c'est Denodo qui lancera les classes de calcul MPP sur le data lake pour rapatrier les résultats, voire le corréler avec d'autres données qui sont des données mortes, etc., etc. Très bien. Tout à l'heure, tu as parlé du coup d'un catalogue de métadonnées directement intégré à des nodos. Donc catalogue que j'ai perçu comme technique parce que enfin, de toute façon c'est relatif à différentes sources que vous agrégez. J'ai cru voir sur LinkedIn et puis de par notre partenariat avec Data Galaxy que vous étiez en train de développer quelque chose de commun. Est-ce que tu peux nous dire peut-être deux mots durant la minute qui nous reste? Oui, eh ben, écoute, on a un partenariat assez actif avec Data Galaxy, avec d'autres éditeurs aussi du monde que j'appelle Data Dictionnaire. Alors après, c'est un peu la problématique à l'heure actuelle où tout le monde utilise les mêmes terminologies autour de catalogues. Nous, on est côté de Nodo sur quelque chose de très opérationnel. Et Data Galaxy est sur quelque chose que j'appellerais plus un dictionnaire, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de se nourrir de métadonnées pour être capable de modéliser quelque part le lignage fonctionnel des données, c'est-à-dire d'où ça vient, qu'est-ce qu'il utilise, comment, pourquoi faire, avec des notions de stewardship, d'ownership, etc., de versionning et tout ce genre de
choses et qui sont nécessaires pour des utilisateurs pour comprendre véritablement la donnée dans l'entreprise et quelle est sa finalité. Et par contre, ils ne rendent pas la donnée opérationnelle. C'est véritablement quelque chose, c'est une vitrine, une très belle vitrine, mais qui peut créer la frustration de l'utilisateur de dire, j'ai enfin compris où c'était, mais je dois repartir à la case départ, d'aller demander l'autorisation en interne pour pouvoir y accéder, et ça va peut-être me prendre 3 mois. Et ce qu'on fait, nous, de manière bilatérale avec eux, c'est d'avoir un connecteur commun bidirectionnel qui permet quoi? Qui permet, dans tous les cas, ils ont besoin d'ingérer des données, et nous, on est un ingéreur de métadonnées. Donc, on va faire cette ingestion au travers de Denodo, ce qui permet d'avoir une unicité des objets. Et du coup, avec le bilatéral, ça permet après de dire, d'une certaine manière, je vais avoir la capacité, en faisant une petite custo, avec un petit bouton, de dire, je suis dans le dictionnaire, tiens, cette donnée m'intéresse, je clique et je redescends dans Denodo. Alors, ça peut être masqué, il y a différentes façons de le faire, mais le concept, c'est je redescends et je suis sur l'aspect opérationnel de la donnée. Et si j'ai les bons droits, je peux directement la requêter, je repars avec mon CSV, je repars avec l'adresse de l'API, je rappelle avec son nom et je sais déjà ça. Donc, j'ai un gain de temps monstrueux dans l'entreprise pour rendre la donnée accessible. Ok, donc au final, on arrive à utiliser le data, donc dictionnaire, data catalogue de Data Galaxy, et puis à intégrer en fait des fonctionnalités plutôt orientées, cette fois data catalogue, data shopping, data marketplace directement au sein de Data Galaxy pour créer cet accès à la donnée. Donc au final, on va pousser les utilisateurs à aller chercher dans Data Galaxy des données qu'ils auraient accès dans des nodos. Exactement. Parfait. Je vois qu'on arrive au bout du temps. Si vous avez des dernières questions, je vous laisse les poser maintenant. Et puis sinon, dans le pire des cas, on sera ravi d'y répondre post-interview via nos différents canaux. Puis dans tous les cas, Géraud, je vais te remercier pour toutes les informations que tu nous as apportées et puis d'avoir répondu à nos questions de façon très pertinente, on doit le noter. On reste à votre disposition, moi et puis Géraud, enfin Synotis et puis Géraud, dans le cadre de démonstrations éventuelles ou si vous avez besoin d'en savoir plus sur des nodos. Vous trouverez en haut à droite de votre écran un dernier sondage pour savoir si ce webinaire a répondu à vos attentes. Et dans l'intervalle, je me permets de vous dire au revoir. Merci beaucoup. Au revoir Au à revoir tous. Géraud. Merci.